Nouveau journal sur Eden TV, bonsoir à tous. Voici les titres de cette édition. Sous les feux de l'actualité, la convocation par l'Assemblée nationale d'une session extraordinaire pour l'étude du projet de révision de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990. Cette convocation fait suite à une demande exprimée par le gouvernement. Il était attendu, il a eu lieu. Il s'agit du débat télévisé de TF1 qui a réuni 5 des 11 candidats à la présidentielle française d'avril-mai prochain. Ce débat, souvent policé, a été aussi tendu. Au Guatemala, une prison pour mineurs a été le théâtre d'une mutinerie. 4 surveillants pris en otage dans cette opération ont finalement été libérés après que la police a pris d'assaut la prison. C'est donc le 24 mars prochain que l'Assemblée nationale va ouvrir une session extraordinaire afin d'étudier le projet de loi portant révision de la Constitution. C'est la conférence des présidents du Parlement qui l'a décidé. A-t-on appris ces dernières heures? Ajoutons que la convocation de cette session intervient après que le gouvernement béninois, à l'origine du projet de révision de la Constitution actuelle du Bénin, a demandé à l'Assemblée nationale de la tenir. Voilà pour la procédure de révision de la Constitution. Et pendant que le Parlement s'apprête à étudier le projet de loi portant révision de la Constitution du Bénin du 11 décembre 1990, l'initiative de cette révision est au cœur de tous les débats. S'il y a une question qui intéresse beaucoup les Béninois, c'est celle-ci. Le projet de révision de la loi fondamentale du Bénin, s'il est adopté en l'état, entraînerait-il l'instauration d'une nouvelle république? Non, nous a répondu un constitutionnaliste, mais c'est la Cour constitutionnelle qui, en dernier ressort, pourra nous dire ce qu'elle en pense. Projet de révision de la Constitution vers une nouvelle république, c'est un sujet de Frédéric Serplan et Romaric Desroches. Le projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990, s'il est adopté dans l'État, conduira-t-il le Bénin dans une nouvelle république? Non, répondent les constitutionnalistes. Quand peut-on alors parler d'une nouvelle république? Il n'y a pas de théorie constitutionnelle en matière pour dire voilà les indicateurs pour qu'on entre dans une nouvelle république. Donc il suffit de voir la pratique et de voir l'orientation que l'on donne à la nouvelle constitution pour se dire oui, on est dans une nouvelle république. C'est-à-dire, on dit bon voilà, on ne va plus pratiquer la démocratie, c'est la dictature, ou bien c'est le contraire, c'est la dictature qu'on pratiquait maintenant, c'est la démocratie qui doit pratiquer. Ou bien encore, on peut être dans la démocratie, mais modifier de fond en comble l'organisation, le fonctionnement, n'est-ce pas, des institutions. Donc je ne crois pas qu'on puisse parler de nouvelle république avec le projet actuel. Même si, comme je l'ai dit, il y a plus d'une quarantaine d'articles qui ont été touchés, une institution phare, la Cour constitutionnelle, qui a été modifiée dans sa composition, une autre qui a été supprimée, le Conseil économique et social. Je ne crois pas qu'on puisse dire qu'on est dans une république parce que d'abord le préambule est laissé en l'état. Toute révision n'implique donc pas forcément un changement de république. Vous savez, la Constitution française de 1958 a été révisée plus d'une vingtaine de fois. La dernière fois, je crois qu'il me semble que c'est en 2008, où on a procédé, n'est-ce pas, à un rééquilibrage des institutions. Cela n'a pas suffi pour autant dire qu'on est, n'est-ce pas, passé à une 6e république. Parce que depuis 1958, on est dans la 5e république en France. Une révision constitutionnelle peut cependant conduire à une nouvelle constitution. Et pour le professeur Tokpanou, politiste, c'est le cas avec l'actuel projet de révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Est-ce que oui ou non, avec le nouveau projet, on n'a pas des institutions nouvelles, on n'a pas des principes nouveaux? À partir du moment où il y a des institutions nouvelles, à partir du moment où il y a des suppressions d'institutions, à partir du moment où il y a des principes nouveaux, on est nécessairement dans une nouvelle constitution. Il ne s'agit pas d'une révision, mais il s'agit incontestablement d'une nouvelle constitution. Il y a eu une révision en Côte d'Ivoire le 2 juillet 1998. Au cours de cette révision, qui avait touché 53 articles sur 76, cette révision avait été critiquée par la doctrine. Certains ont même parlé de détournement de procédure, car par la technique de la révision, l'on avait abouti à des institutions nouvelles, à des principes nouveaux, ce qui autorisait à y voir en fait une constitution nouvelle. S'il est aisé de donner des explications générales aux notions au niveau de la doctrine, pose problème. Que d'ici la fin de la semaine,
moi je me prépare à saisir la Cour constitutionnelle pour qu'elle puisse nous dire exactement à partir de quand elle, la Cour, peut considérer une révision comme induisant soit une nouvelle constitution, soit une nouvelle république. Si, en tout état de cause, la polémique relative à l'instauration ou non d'une nouvelle république persiste, la Cour constitutionnelle, bientôt assaillie de recours, dira le droit une bonne fois pour toutes. La voix du peuple à présent, quelles sont les attentes des Béninois vis-à-vis de ce projet de révision de la Constitution? Il faut qu'il serve à corriger, par exemple, les insuffisances contenues dans l'actuelle Constitution du Bénin. Il faut qu'il contribue à renforcer l'indépendance des institutions vis-à-vis du chef de l'État. Écoutez, ce sont des propos recueillis par Cano François Mbedi Hentor et Fréjus Fiossi. Je vous proposais donc de suivre une voix pop qui concerne donc les attentes des Béninois vis-à-vis du projet de révision de la Constitution, des attentes qu'on suivra certainement dans les prochaines heures. Actualité autre que celle relative au projet de révision de la Constitution, cela se passait hier, la journée mondiale de la santé bucco-dentaire, une journée du 20 mars qui a promu la préservation du capital dentaire, comme nous l'explique le docteur Marc-Aurèle Catraille. Cette année, le thème de cette journée, c'est un thème assez grand, assez vaste. C'est « Dirige ta vie, dessine ta bouche pour rester confiant toute ta vie ». Alors c'est pour dire que ceci concerne dessiner sa bouche, diriger sa vie, concerne les dispositions qu'on doit prendre pour garder son capital bucco-dentaire. Alors pour cela, il faudra qu'on maîtrise les facteurs de risque. Je voudrais parler de l'alcool, des sucres et tout ça. Il faudra qu'on reconnaisse les maladies. Je veux parler des caries, des parodontopathies qui sont des maladies des tissus de soutien de la dent. Si nous maîtrisons les facteurs de risque et que nous reconnaissons les maladies bucco-dentaires, il faudra alors agir. Agir, se prendre en charge, aller vers les cabinets dentaires pour se faire soigner. Agir parce qu'il n'est jamais trop tard pour prendre en charge sa santé bucco-dentaire. L'objectif, en choisissant ce thème, c'est pour dire qu'on devrait pouvoir garder toutes ses dents jusqu'à la fin de ses jours. Il est important de prendre soin de son capital bucco-dentaire parce que c'est ça qui nous permet d'être convivial, d'avoir le sourire. Le sourire nous ouvre toutes les portes. C'est ça qui nous permet d'embrasser notre épouse, notre petite amie. Donc on a besoin de la bouche et il faut en prendre soin. Au Bénin, nous avons entamé une campagne depuis le 1er mars pour sensibiliser nos populations et ne parler que de santé bucco-dentaire parce que nous avons estimé le 20 mars, c'est la fête des professionnels de la santé. Mais il faudra tout autour sensibiliser nos populations pour qu'ils aient conscience qu'il est important d'aller se faire soigner, d'aller se faire consulter pour garder de belles dents, une belle bouche et un bon capital bucco-dentaire. Nous allons les inviter à tout au moins se brosser 2 fois par jour. Tous les 2 mois ou tous les 3 mois, ils doivent changer leur brosse, qu'elle soit neuve ou vieille. Il faut la changer parce qu'une brosse ne s'utilise pas ad vitam aeternam. Il faudra se brosser avant de se coucher. C'est le brossage le plus important parce que la nuit, on salive moins et c'est à ce moment que la fermentation est accélérée, les microbes prennent le temps de faire des dégâts dans notre bouche. Donc, il faudra se brosser avant de se coucher. Et puis, nous les invitons à visiter les cabinets dentaires au moins 1 fois par an. Pour les enfants en période de denture mixte, 2 fois, parce que l'éruption dentaire peut aller très vite et ça peut leur causer des problèmes secondaires. On s'intéresse maintenant à une route de la commune d'Abomey-Calavi, les questions de la voie qui relie le carrefour Aconville au carrefour Satellite. Vous allez le voir, la voie latéritique a cédé la place à la voie pavée, à la grande satisfaction de ses usagers. La forme de l'ouvrage, vous allez l'entendre, est objet d'étonnement. Fluidité de la circulation, relance des activités commerciales, réduction drastique des désagréments dus à la poussière, le calvaire des usagers du tronçon menant du carrefour Aconville au carrefour Satellite
et passant devant l'hôpital de zone et le tribunal d'Abomey-Calavi est bientôt terminée. Lancée en janvier 2016, cette voie, dont l'état de dégradation était particulièrement préoccupant, surtout pour les femmes enceintes et les malades référés à l'hôpital de zone, offre un nouveau visage, pavé à la satisfaction des milliers de personnes qui l'empruntent au quotidien. Ça me fait énormément plaisir parce qu'aujourd'hui le trafic est très facile. On arrive quand même à faire le trajet très facilement et on encourage les autorités à vite finir le travail. Quel qu'en soit le temps que les travaux ont pris, mais aujourd'hui on dit merci beaucoup. On doit dire alhamdulillah. Pourquoi nous allons dire alhamdulillah? Parce qu'aujourd'hui c'est praticable. On peut passer librement. Je crois que c'est un grand soulagement. Surtout en saison de pluie, ce n'était pas du tout facile d'accéder à cette partie de la ville. C'était tout un calvaire. Mais aujourd'hui, les yeux fermés, on peut faire le tronçon. C'est vraiment un grand soulagement. Aujourd'hui, Dieu merci, nous avons les pavés sur la voie. C'est déjà une très bonne chose. Et la façon dont les travaux ont évolué, il faut saluer également ça. Parce que ces travaux-là ont commencé, on a vu, il n'y a pas trop longtemps. Tout de même, la réalisation de l'infrastructure pose quelques problèmes quant à sa forme. La largeur de chacun des pans de la voie paraît anormalement rétrécie en comparaison avec le terre-plein central aux dimensions inhabituelles, ce qui intrigue bien sûr quelques riverains et usagers. La voie est prévue double voie, mais on ne dirait pas. Je ne sais pas pourquoi ils ont laissé assez d'espace au milieu là. Le terre-plein central, c'est tellement trop large. Donc ça aurait pu être plus réduit parce que je ne sais pas à quoi ça va servir. Ils devaient donner beaucoup plus d'espace à la chaussée pour que donc les gens puissent circuler librement. Calavi est un coin qui s'agrandit très rapidement. La circulation va être d'ici à là très dense. Donc il fallait prévoir donc, cet état des choses pour que donc, ça ne pose pas de problème d'embouteillage après. Les trottoirs sont larges et les pistes sont rétrécies. Or, normalement, c'était les pistes qui devraient être larges et les trottoirs seraient rétrécis. Donc nous voyons, même ici, ce n'est pas encore fini, nous voyons que les trottoirs sont tellement larges, mais pourtant les pistes sont rétrécies. Surtout même le dépassage des voitures, ça peut même causer des problèmes parce que c'est un peu rétréci. Achevée et ouverte à la circulation dans les prochains jours, ce tronçon est l'un des derniers lancés par le régime Yahi avant la fin du mandat de l'ancien président de la République. Lancé à des fins électoralistes selon certains observateurs, les usagers peuvent se réjouir de sa réalisation effective. Actualité en dehors du Bénin, des lycéens ghanéens sont morts, noyés ou écrasés par des chutes d'arbres ce dimanche alors qu'ils nageaient en pleine tempête. Je vous propose maintenant d'écouter quelques réactions recueillies à ce sujet. Avec l'ambulance nationale, nous avons transféré environ 6 patients et nous sommes en train de transférer 10 patients qui ont subi diverses blessures. Ils auront besoin d'examens orthopédiques et davantage de contrôle. Les 3 docteurs qui travaillent ici sont tous des médecins généralistes et oui, nous possédons une certaine capacité de stabiliser l'état des patients et les transférer vers d'autres niveaux de traitement. La tempête a commencé vers 4 heures et à 5 heures, nous avons été informés du désastre. Je considère cela comme un cas de force majeure ou une action de Dieu. Fillon, Hamon, Macron, Mélenchon et Le Pen, tous étaient présents au débat de la présidentielle française d'avril-mai 2017 auquel les a conviés la chaîne TF1. Le débat, souvent policé, a aussi été tendu. Laurent Tonenquès. Exercice inédit sous la 5e République avant un premier tour. François Fillon, Benoît Hamon, Jean-Luc Mélenchon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron se sont affrontés dans un long débat de 3h30 qui a laissé au deuxième plan les affaires ayant secoué la campagne. François Fillon, empêtré depuis fin janvier dans l'affaire d'emplois familiaux présumés fictifs de collaborateurs parlementaires, a concédé avoir pu commettre des erreurs. J'ai pu commettre des erreurs, j'ai quelques défauts, qui n'en a pas, mais j'ai l'expérience. D'entrée, c'est TF1, la chaîne organisatrice, qui a été la première cible. François Fillon, Emmanuel Macron et Marine Le Pen ont critiqué le format du débat, regrettant l'absence des 6 autres candidats validés par le Conseil constitutionnel. Sur le fond, après des successions de divergences sans grand éclat, comme sur l'apprentissage,
Ce sont les thèmes de la sécurité et l'immigration, puis la laïcité et l'islam qui ont fait monter la tension. Emmanuel Macron, favori des sondages avec la candidate FN pour accéder au second tour, a été la cible de tous, mais a évoqué régulièrement des points d'accord avec certains de ses rivaux, dont François Fillon. C'est le vide sidéral. Vous arrivez à parler 7 minutes et je suis incapable de résumer votre pensée, a attaqué Marine Le Pen. Vous vous ennuierez si je n'étais pas là, a ironisé Macron, également visé par Benoît Hamon sur son indépendance à l'égard de ses nombreux donateurs de campagne. Pouvez-vous prendre l'engagement ici, devant les Français, que parmi ces personnes les plus fortunées qui ont fait des dons importants pour vous ou pour votre campagne, il n'y a pas plusieurs cadres de l'industrie pharmaceutique, plusieurs cadres de l'industrie chimique et pétrolière, plusieurs cadres de l'industrie bancaire je vous demande cela. J'en prends l'engagement solennel, je ne suis tenu par personne, je suis libre, le financement est transparent, il est soumis à une commission, les donateurs sont protégés par la loi sur leur identité. Si j'y étais, j'aurais été à la primaire, si j'y étais, je ne serais pas là aujourd'hui, et si j'y étais, je n'aurais pas mené les combats que j'ai menés. Mais vous êtes dur avec ceux qui vous soutiennent, Monsieur Macron. Mais je ne suis pas dur, je suis simplement aussi respectueux de leur identité et de la mienne. Je veux arrêter l'immigration, c'est clair, et j'assume tout à fait mon propos, a clamé la dirigeante frontiste. C'est intéressant, regardez, pour tout le monde. Ça, c'est la production industrielle. Là, c'est l'euro, là, c'est l'Allemagne, là, c'est la France, l'Espagne et l'Italie. Sur le plan géopolitique, les relations France-Russie ont donné lieu à un vif débat entre Benoît Hamon et Jean-Luc Mélenchon, également en désaccord moindre sur le revenu universel, mais plutôt en phase sur une large part du débat. Avec seulement 66% des Français, certains d'aller voter à 5 semaines du premier tour, selon une enquête du Cevipof, un des principaux enjeux pour les candidats était de convaincre quelques 15 millions d'indécis ou de possibles abstentionnistes. Au Guatemala, la police a pris d'assaut une prison où étaient retenus en otage des surveillants à la suite d'une mutinerie. 4 surveillants pris en otage par des détenus après une mutinerie dans une prison pour mineurs du Guatemala ont été libérés, a annoncé lundi soir le président du pays, Jimmy Morales, mais l'un d'entre eux est décédé de ses blessures. 2 autres gardiens avaient été tués la veille lors du déclenchement de la mutinerie visant à dénoncer des mauvais traitements. Un 5e fonctionnaire otage qui présentait des blessures avait été libéré à l'aube afin d'être conduit à l'hôpital. Merci à Dieu et à l'onction efficiente et opportune de notre police qui a réussi à libérer vivants nos 4 surveillants retenus, a indiqué sur son compte Twitter le président du Guatemala, Jimmy Morales, peu de temps après l'entrée en force des policiers dans la prison. Mais peu après cette annonce, les autorités médicales ont annoncé le décès d'un des otages libérés des suites de ses blessures. Une porte-parole des pompiers a également annoncé que 2 autres ex-otages présentaient des traumatismes crâniens. L'émeute avait débuté dimanche soir dans le centre pénitentiaire Etapa 2, situé à San José Pinula, à quelques kilomètres de la capitale Guatemala, et voisin du foyer pour mineurs Hogar Seguro, où 40 adolescentes avaient péri le 8 mars dans un incendie. Des forces spéciales lourdement équipées entouraient l'ensemble de la prison où un début d'incendie s'était déclaré dimanche soir. Lors de l'assaut, des journalistes de l'AFP sur place ont entendu de multiples détonations, mais le ministre de l'Intérieur Francisco Rivas a qualifié l'opération de succès. Les mutins, une quarantaine de membres d'un gang criminel, Barrio 18, voulaient protester contre les sévices infligés aux détenus par les surveillants. Selon Abner Parides, le responsable du secteur jeunesse au parquet chargé des droits de l'homme. Selon Vladimir Lopez, un des responsables du secrétariat du bien-être social de la présidence guatémaltèque, dont dépend le centre, la prison compte 56 membres de gang, 39 majeurs et 19 mineurs, bien que l'établissement soit destiné aux adolescents. En outre, les détenus demandaient le retour de prisonniers transférés, de meilleures conditions d'alimentation et un assouplissement du régime des visites selon les autorités. Ce centre de détention avait déjà été le théâtre en 2005 d'un affrontement entre bandes qui avait fait 14 morts. L'établissement adjacent pour adolescentes où a eu lieu l'incendie de début mars avait été ouvert en 2006 et avait déjà été dénoncé par le passé pour des mauvais traitements et abus sexuels sur les pensionnaires. Au Guatemala, le pays le plus peuplé d'Amérique centrale, 59,3% de la population vit sous le seuil de la pauvreté selon la Banque mondiale et le taux d'homicide est un des plus élevés au monde. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Nos informations sont aussi à suivre sur les réseaux sociaux, Facebook et Twitter et sur notre site internet benin-eden.tv.